À l'hémicycle, poursuite des travaux de la session budgétaire. Les directeurs et chefs de service des régies financières sont concernés. Les questions sur la mobilisation des recettes sont discutées. Journée de troubles ce mardi dans des établissements. Les cours ont été perturbés par endroits. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation convoque une réunion d'urgence demain pour faire face à la crise. Lancement ce mercredi des festivités de la quinzaine artistique à Conakry et à l'intérieur du pays. 5 jours d'événements placés sous le signe de la promotion de la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, les échos de la COP23 à Bonn. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Afrique. À l'occasion, le président de la République, présidente en exercice de l'Union africaine, en appelle à la poursuite des efforts pour l'application des engagements des États à Paris. L'Afrique défend une position commune. Je vous invite à suivre l'intégralité du discours du président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, cher frère président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo. Excellence, Monsieur le chef d'État du gouvernement, Excellence, Madame Josepha Leonardo Correa Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine. Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, de l'Environnement, de l'Énergie, des Ressources en eau, de la météorologie, de l'agriculture, des transports et des ministres de tous les secteurs non mentionnés. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente journée de l'Afrique à la COP23. J'apprécie hautement la qualité du travail du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur le changement climatique, CAOS, sous la direction de son Excellence le président Ali Bongo Ondimba, pour l'orientation et la sagesse fournie dans l'engagement de l'Afrique en faveur de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Aussi rendre hommage au président de l'Égypte Sisi et à sa majesté Mohamed VI pour la grande contribution qu'ils ont apportée depuis le COP21 à Paris. Il ne faut pas oublier que le président Sisi a été le premier président chargé de cette lutte contre le changement climatique. Je voudrais également saluer les efforts louables entrepris par la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, le groupe africain des négociateurs, pour développer et promouvoir des initiatives menées par l'Afrique, en particulier l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, l'initiative pour l'adoption de l'Afrique et l'initiative pour l'adoption de l'agriculture en Afrique, où la BAD a joué un grand rôle, le continent a joué un rôle important. C'est le lieu de reconnaître le rôle central du groupe africain des négociateurs sur le changement climatique, pour la défense des intérêts de notre continent, dans les négociations en cours, et la manière constructive par laquelle il fait avancer le processus de négociation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Excellences, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, dans l'esprit de solidarité et d'unité, je salue également les efforts des institutions panafricaines telles que la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement, l'Agence du NEPAD pour l'Organisation des Services de l'Afrique en collaboration avec la communauté des États d'Afrique centrale, Gabon, Congo et République démocratique du Congo. En Afrique, les menaces et les impacts du changement climatique sont plus prononcés dans toute autre partie du monde, présentant un danger réel, présent et futur pour les aspirations de développement du continent. Le 5e rapport du groupe interafricain d'experts sur l'évolution du climat affirme que l'Afrique est la plus vulnérable au changement climatique, menaçant gravement la géopolitique de notre région, ses moyens de subsistance et sa cohésion nationale. L'Union africaine est consciente des effets néfastes à court et à long terme du changement climatique sur le moyen de subsistance de nos populations africaines. La déclaration de l'Union africaine sur le changement climatique et le développement en Afrique souligne que le changement climatique agit comme un multiplicateur de menaces, faisant basculer des situations difficiles ou réduisant des options pour résoudre les problèmes. Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, nous devons aussi noter que pour cette journée de l'Afrique, le financement du changement climatique, le renforcement des capacités et le soutien technique dans la mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique demeurent les piliers clés pour un véritable développement neutre en carbone.
résilient et durable en faveur de nos communautés. Par conséquent, des dispositions et des modalités appropriées pour apporter le soutien direct aux communautés de base ne peuvent être réalisées qu'à travers une approche à dimension multiple qui inclut un soutien technique et financier. En outre, l'importance de créer une dynamique régionale et continentale pour relever les défis du changement climatique et maximiser les opportunités qu'ils représentent ne peut être sous-estimée. Cela signifie que toutes les organisations partenaires doivent adapter leur modèle d'entreprise, notamment leurs mécanismes d'appui et soutenir le renforcement des capacités de notre continent. Tous ceux qui travaillent dans le développement doivent se demander, sommes-nous capables de faire la différence, surtout dans les zones fragiles et vulnérables? Enfin, je souhaite faire appel à nos partenaires pour nous soutenir techniquement et financièrement afin de conduire la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national vers le succès. Les investissements dans le changement climatique, en particulier dans les approches et technologies éprouvées d'adaptation au changement climatique en Afrique, constituent à la fois un idéal et des opportunités d'affaires. Mais comme vient de le dire le président Sassou, nous avons pris, la communauté internationale a pris des décisions très importantes lors du COP21. Malheureusement, pour le moment, nous ne voyons pas d'application concrète. 100 milliards par an, je crois que je ne suis pas sûr, peut-être là-bas, si on a déjà reçu un seul dollar sur les 100 milliards. Or, le problème fondamental, c'est comment mettre en pratique ces décisions. Nous avons rencontré le président allemand ce matin, nous étions 5 chefs d'État, nous avons beaucoup insisté. Vous savez tous que l'accès aux femmes mères est plus qu'un parcours de combattants. Je crois que depuis que le Fonds vert a été créé, je ne sais pas si un seul pays a pu bénéficier d'un dollar, ou je me trompe. Donc, je pense que ce qui est fondamental dans ce COP23, c'est de mettre l'accent sur la nécessité de mettre en pratique les décisions prises à Paris, c'est-à-dire le financement, parce que nous sommes obligés de lier le changement climatique à la pauvreté et au terrorisme et à l'immigration. Il ne s'agit pas pour nous qu'on accepte que les pays européens se débarrassent de nos citoyens, parfois en appelant des chefs d'État à accepter de négocier, sinon ils vont limiter les visas, etc. Il s'agit de savoir que le changement climatique dont l'Afrique n'est pas responsable entraîne la pauvreté, et la pauvreté entraîne l'immigration et le terrorisme. Donc, quels que soient les moyens que nous mettrons au G5 au Sahel, nous ne pourrons jamais vaincre le terrorisme si nous ne diminuons pas la pauvreté en Afrique. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il ne faut pas que les pays européens, face à la montée de l'extrême droite, se débarrassent de nos enfants sans voir que l'Europe a contribué à l'appauvrissement de l'Afrique. Donc il faut lancer un appel très sérieux et demander à nos amis de voir que les intérêts des continents européens et africains sont liés et qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes définitivement tant qu'on ne permettra pas à l'Afrique de se développer. Nous avons pris des engagements concernant l'énergie renouvelable, nous avons adopté des projets, mais je ne suis pas sûr, je pense que la banque ne peut pas me contredire, ni notre chère sœur commissaire, je ne pense pas qu'un de ces projets adoptés depuis mars 2017 à Conakry a été mis en pratique. Alors, demandons aux bailleurs de fonds d'être plus pratiques et de nous accompagner. Merci. On reste à Bonn en Allemagne où se tient la rencontre annuelle du climat. Les négociations se poursuivent, les pays doivent passer à l'action pour limiter le réchauffement de la planète. D'autres questions, non les moindres, sont également abordées par les participants. Le point avec notre envoyé spécial, Mohamed Alpha Baldi. La COP23 de Bonn a amorcé sa dernière ligne droite. Dans les réunions dites de haut segment, les négociations restent ardues. À Bonn, il est surtout question de baliser le chemin pour la mise en œuvre effective de l'historique accord de Paris à l'horizon 2018, soit la limitation du réchauffement de la planète à 2 degrés. Pour l'heure, on est loin dans les engagements des États à respecter ce taux. Les pays les moins avancés comptent parler d'une voix pour faire avancer les négociations. La Guinée participe aux négociations aussi bien dans le domaine de l'atténuation, dans le domaine de l'adaptation, dans le domaine du transfert de technologie, que dans le domaine
de financement de la mise en œuvre de l'accord de Paris. À Bonn, les ambitions ne manquent pas. Durant les négociations, une conférence qualifiée de dialogue facile est annoncée pour l'année prochaine. Elle permettra aux ministères concernés de discuter directement en vue d'atteindre un taux de réchauffement chiffré aux alentours d'1,5 degré. La facture de l'adaptation est salée, 100 milliards de dollars par an. Là aussi, la mobilisation des fonds patine, même si des avancées sont signalées. Je vous dis qu'à ce jour, les négociations continuent. Il n'y a pas eu vraiment de points réels qu'on a pu obtenir. Il y a toujours des points d'achoppement entre les différents groupes. Quand LDC, les pays les moins avancés, les pays en développement veulent avoir des avancées sur certains points, il y a des pays développés qui sont là, qui ne veulent pas vraiment continuer, évoluer sur le pas. Donc, vous savez que nous, les négociateurs, nous négocions en fonction de la science et en fonction de la politique. Science, nous utilisons les recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental chargé sur l'évolution du climat. Et au niveau des politiciens, tel que ce que le président du groupe, les négociateurs africains attendent de notre président, qui est le président de l'Union africaine, ils doivent rencontrer ses homologues pour les pousser vraiment à faire avancer les discussions. Plus de 200 délégations et gouvernements participent aux travaux de Bonn. Le monde a jusqu'à la fin de cette semaine pour trouver les mécanismes nécessaires pour la mise en œuvre des résolutions de Paris. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du bureau de presse de la présidence, l'Union africaine exprime sa grande préoccupation face à la situation qui se déroule au Zimbabwe, où manifestement des soldats tentent de prendre le pouvoir par la force. L'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté ce qui apparaît comme un coup d'État et réitère son soutien total aux institutions légales du pays. L'Union africaine réclame immédiatement le rétablissement de l'ordre constitutionnel et appelle les parties prenantes à faire preuve de responsabilité et de retenue afin d'assurer le respect des vies humaines, des libertés fondamentales et de l'intégrité du Zimbabwe. Enfin, l'Union africaine demande instamment aux militaires de mettre un terme immédiat à leur action et de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Pour l'Union africaine, le président en exercice, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Et puis les travaux de la session budgétaire se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les directeurs et chefs de service des régies financières étaient face aux députés dans les travaux en intercommission. Les parlementaires ont invité ces responsables à plus d'efforts dans le recouvrement des recettes de l'État. La synthèse avec Robert Siditolno. Ils sont tous directeurs et chefs de service des différentes régies financières, douane, impôts, l'ONAGI, budget, administration des grands projets, à répondre ici aux questions des députés dans le cadre du budget 2018 en son volet recettes. Ces députés en intercommission ont insisté sur certaines problématiques de l'heure relatives à la gestion efficiente des recettes intérieures propres du budget qui fâchent. Nous avons globalement regardé le volet recettes. Nous leur avons simplement demandé à ce qu'ils partent encore revoir toutes les possibilités qu'il y a de pouvoir augmenter les recettes en changeant certains textes qui permettent aujourd'hui à certains établissements publics, à certaines entités publiques de brasser des milliards de recettes et de les garder par devers ces entités pour leurs propres besoins de fonctionnement et d'investissement. Devant l'enjeu lié à la qualité de mobilisation des recettes propres pour faire face aux dépenses d'investissement, les honorables députés venus des différentes commissions de fonds entendent travailler encore sur le fond des projets de recettes soumis en vue de renforcer les dépenses d'investissement en 2018. On avait programmé d'adopter le volet recettes le 17 vendredi. Nous avons reporté l'examen de ce volet recettes. La plénière prévue le 17 pour cela n'aura donc pas lieu. Le gouvernement, par ses démembrements, par ses services techniques, va revoir, n'est-ce pas, cette amélioration que le Parlement a demandé du volet recettes. Et à leur retour du groupe consultatif, nous programmerons l'examen et le vote du volet recettes avant de passer à l'examen du volet dépenses.
Et puis le président de l'Assemblée nationale informe son Excellence Monsieur le Président de la République, les honorables députés, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et le peuple de Guinée du décès de l'honorable C.C. Balamou ce mercredi 15 novembre 2017 des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances attristées à la famille éplorée, aux honorables députés et au peuple de Guinée. Le programme des cérémonies de funérailles fera l'objet d'un autre communiqué. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Signé le président Claude Kory Kondiano. Clôture à Cancan du Forum des jeunes du RPG Arc-en-Ciel sous la présidence de la première dame de la République, Agagene Condé. Les jeunes ont salué les efforts du chef de l'État dans la construction du pays. Ils ont par ailleurs formulé d'importantes recommandations. Les précisions avec Maurice Sidibé. Ces 10 jours d'intenses travaux ont permis à plus de 800 secrétaires généraux des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel des régions de Cancan et Farana de débattre des forces et faiblesses du parti et faire des propositions pour sa redynamisation. Un rapport synthèse est élaboré. Il prend en compte tous les axes prioritaires pour le développement socio-économique de la Haute-Guinée et la préservation des acquis du gouvernement de la Troisième République. Madame la Présidente, nous, RPG de la Haute-Guinée, nous nous dressons comme un seul homme contre toute velléité et acte de vandalisme pour la définition de ces acquis réalisés en sous peu de temps par la Troisième République. Nous nous engageons à assurer au parti une victoire écrasante aux échéances électorales communales et communautaires du février 2018. L'élaboration des projets innovants pour faciliter l'employabilité des jeunes, le bitumage des routes interurbaines, des pistes rurales, la construction de maisons des jeunes dans les sous-préfectures sont quelques recommandations de ce forum. Pour atteindre ces objectifs, la première dame de la République invite la jeunesse à promouvoir la paix et la culture de la non-violence. Les élections locales à venir doivent être une occasion qui s'offre à notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, pour continuer sur sa lancée de parti où les femmes ont une assise et une audience forte. Jeunes de la Haute-Guinée, je tiens à vous exhorter à cultiver l'esprit d'entente et de concorde nationale. Notre pays doit rester un havre de paix et pour cela, l'implication de tout le monde est nécessaire, en particulier vous les jeunes. Ici même, je voudrais insister et remercier le professeur Alpha Condé, président de la République, fondateur du RPG, pour son attachement aux idéaux de paix et de concorde entre tous les fils et filles de Guinée. Et aussi pour son leadership tant en Afrique que dans le monde pour la protection des enfants et le respect de la dignité humaine. C'est aussi sa patience et sa persévérance qui ont permis de faire du RPG Arc-en-Ciel ce grand parti qu'il est aujourd'hui. Dans les jours à venir, d'autres forums du parti seront organisés dans les régions des Erekori, Mamou, Labi, Boki et Kindia. L'heure est à l'apaisement à Sangaredi après la vague de violence que la cité a enregistrée lundi. Ces dernières heures ont été ponctuées de revendications. Des actes de vandalisme ont touché des symboles de l'État. Une mission gouvernementale conduite par le ministre de l'Administration du territoire s'est rendue dans la localité. Invite a été faite aux populations à faire preuve de civisme. Reportage Mohamed Lamine Camara. Les locaux de la police et de la gendarmerie partis en fumée. La Société Générale de Banque en Guinée, les installations de la centrale électrique de la CBG vandalisées, des véhicules et motos calcinés, ainsi que d'autres dégâts matériels importants sont enregistrés. C'est le triste bilan des incidents malheureux survenus le jeudi dernier à Sangaredi. Cet agissement fait suite à une coupure de courant électrique dans cette cité minière. Pour aplanir les divergences dans cette collectivité, la mission gouvernementale confère avec les populations. On ne construit pas une nation avec des fusils.
avec des machettes. La nation se construit avec la daba. La nation se construit avec l'entente entre les fils de la nation. Toute autre disposition est contraire et ne saurait avoir droit de citer devant le gouvernement. Et nous avons dit, les infrastructures qui ont été détruites, Sangaredi va les reconstruire. C'est le message du président de la République. C'est le message du gouvernement. Ils vont les reconstruire. Parce que cela ne sert à rien de détruire tous les jours le peu qu'on a. Il faut qu'à certains niveaux, nous sachions nous mettre en question nous-mêmes. Que voulons-nous? Et à partir de cette question, faisons ce que nous devons faire. Cette invitation à la communauté et aux responsables locaux pour la réparation des dégâts causés à Sangaredi interpelle désormais les uns et les autres à la préservation des acquis de l'État dans leur localité. Nous avons réellement regretté le comportement de ces individus dont moi personnellement je ne me retrouve pas comme étant des jeunes de Sangaredi. Je n'ai jamais imaginé qu'un jeune de Sangaredi est capable de faire de tels trucs. Je vais transmettre cette instruction à la communauté à travers les conseillers communaux. C'est en ce moment que je ne peux rien réellement promettre maintenant là, mais avec les conseillers communaux qui sont les représentants du peuple de Sangaredi, on va en discuter et prendre la décision. La délégation a également mis l'occasion à profit pour visiter les édifices saccagés par ce groupe de vandales ici à Sangaredi. Le constat est tout de même alarmant. La lumière sera faite sur la mort du présumé assassin de l'érudit de Sagalé, promet le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture ce matin d'une formation des magistrats civils, militaires et greffiers. 5 tribunaux de première instance sont concernés par cette phase qui vise à qualifier le personnel judiciaire sur la chaîne pénale. Le point avec Younoussa Tawelba. La bataille contre l'impunité s'annonce prioritaire dans la réforme de la justice. Le ministre Cheikh Sako vient de l'affirmer au cours d'une formation sur le renforcement de la chaîne pénale. À propos, il promet d'ailleurs de situer l'opinion sur les conditions dans lesquelles est mort l'assassin présumé de l'érudit de Sagalé. Son décès suivi nous avons le parquet général de demander l'autopsie. L'autorité pour dire que puisque mon collègue, le ministre d'État Ousmane Ba, qui était à Pita, m'a téléphoné et j'ai dit à Ousmane Ba de rassurer les sages de l'Abbé et de Sagalé pour leur dire qu'on va faire l'autopsie pour connaître les vraies raisons de la mort de ce monsieur qui a ôté la vie à un érudit de notre pays, ce qui n'est pas acceptable. Alors le professeur Hassan Ba qui est dessus a commencé l'autopsie, mais je pense qu'il y a des échantillons qu'il faut envoyer à Paris, donc ça va être un peu long, mais au niveau de justice, l'autopsie est indispensable pour que les citoyens guinéens et singulièrement les citoyens de l'Abbé soient fixés. Des magistrats civils, militaires et greffiers sont appelés à améliorer leurs connaissances dans la gestion d'un procès pénal. Le processus se veut respectueux des droits de l'homme pour répondre aux nombreuses sollicitations des citoyens en matière de justice équitable. Les magistrats et greffiers de notre juridiction ont parfaitement conscience des grands enjeux qui se profilent à l'horizon et qu'ils seront appelés à gérer avec compétence et professionnalisme pour le maintien de la paix et de la quiétude dans la société. Les tribunaux d'instance de Dixine, Kindia, l'Abbé, Kankan et Nzérékoré sont concernés par cette série de formations sur la chaîne pénale initiée par le ministère de la Justice à travers le PNUD. L'objectif est d'amener les bénéficiaires à privilégier toutes les étapes d'une procédure pénale en vue d'une justice respectueuse des droits de l'homme. Éducation, certains établissements scolaires de Conakry ont vécu hier mardi une journée agitée. Certains individus ont empêché les élèves de suivre normalement les cours, une situation que fustige le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une réunion d'urgence est convoquée demain avec le syndicat de l'éducation. Mabindila Issouma. Dans cette salle, certains acteurs clés de l'éducation nationale. Ils sont surtout de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, FSPE, et du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG.
Ces deux principales centrales syndicales de l'éducation déclinent toute responsabilité dans la perturbation par endroits des cours dans la capitale. La dernière grève que la Guinée a vécue en février dernier a été signée, cette grève. L'avis de cette grève a été signé par les deux secrétaires généraux que vous voyez maintenant là. Toute autre grève de l'éducation, de l'élémentaire en passant par le supérieur, non signée par les deux, est un tract et un appel à la révolte. Moi et mes collègues qui sommes ici, nous sommes venus, nous avons écouté, mais nous pouvons dire tout simplement que toute responsabilité engageant le syndicat dans cette situation-là, nous le déclinons. Parce que le SLEG, la FSPE sont des syndicats nationaux et qui s'engagent dans des mouvements qui sont conformes au texte de loi. À son tour, le ministre de tutelle condamne vigoureusement les incidents de ces derniers jours. Il appelle à la responsabilité des acteurs. Je demande aux parents d'élèves, aux enseignants, que nous enseignons la légitimité à nos enfants. Nous enseignons la légalité à nos enfants. Alors, pourquoi nous-mêmes nous mettons dans une posture d'inégalité qui caractérise ce que nous faisons aujourd'hui? Quand il y a des troubles sociaux comme ça dans nos écoles, on cherche un interlocuteur. Et l'interlocuteur, c'est les représentants syndicaux. Et ils disent qu'ils ne sont pas responsables de la grève. Ceux qui sont signataires de la grève sont suspendus, non seulement par le bureau exécutif du SLEG, mais encore entérinés par la structure centrale à laquelle le SLEG est affilié. Le département de l'éducation et les centrales syndicales sont tous unanimes sur les sanctions à l'encontre des fauteurs de troubles. Ces sanctions seront d'ordre administratif et juridique. On reste dans le domaine de l'éducation pour parler de la formation des ingénieurs de qualité. C'est une synergie d'expérience des ingénieurs polytechniques de Paris, Yamoussoukro et Conakry. Des écoles préparatoires doivent être créées pour que les candidats guinéens soient reçus à Paris. Reportage Francis Collier. Les instituts polytechniques de Paris, Yamoussoukro et de Conakry se mettent ensemble. Ouvert en 1962, l'Institut polytechnique de Conakry renforce aujourd'hui son partenariat pour la formation d'ingénieurs supérieurs de qualité dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, en biochimie et en informatique. Aujourd'hui, l'École polytechnique de Paris, l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont articulé une vision partagée de la formation des élites qu'ils sont déterminés à traduire en actes concrets. Je forme le vœu que la collaboration initiée dans la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles aboutisse à une réforme profonde des études d'ingénierie dans notre pays. Cette rencontre met à profit l'avantage du dividende démographique et technologique pour une main-d'œuvre hautement qualifiée selon les exigences du marché de l'emploi. L'école polytechnique investit très fortement pour soutenir les institutions d'excellence du continent et pour faire en sorte que vos élites puissent être identifiées, soutenues et encouragées à développer leurs connaissances, leur savoir et le mettre au service de leur pays. La création d'écoles préparatoires est l'une des conditions pour que les étudiants les plus performants du pays soient reçus à l'Institut polytechnique de Paris. Dans cette lancée, Conakry doit s'inspirer des avancées de l'école préparatoire de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, où 21 bacheliers et 8 ingénieurs guinéens sont déjà admis. Les opérateurs du service postal guinéen à l'école de la nouvelle réglementation du secteur. Un atelier de renforcement de connaissances sur la régulation de la poste s'est ouvert ce mercredi à Conakry. Il s'agit de sensibiliser les opérateurs sur l'importance de fournir des données et informations relatives au secteur postal. On en sait plus avec Bernard Tonguino. Dans le souci de réglementer le secteur du service postal, plusieurs réformes sont engagées par l'État guinéen, notamment la suppression du monopole postal. De nouvelles lois sont adoptées pour mieux réglementer la prestation des postes et des télécommunications dans le pays.
Autour de cette table, les représentants des différents opérateurs des services postaux du pays. Ils échangent sur le contenu de la nouvelle réglementation. C'est une nouvelle loi et il faut la vulgariser. Donc c'est la première étape. La première étape, il faut faire connaître cette loi aux gens. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Par exemple, dans cette loi, il y a la suppression du monopole postal. Avant, nous avons ce que nous appelons l'Office de poste guinéenne, qui avait le monopole sur le secteur postal. Ce monopole a été supprimé au niveau de cette nouvelle loi. Il y a le régime juridique qui a changé. Donc il faut expliquer aux gens. Il y a aussi dans cette loi l'instauration du fonds de service universel, ce qui permettra de donner le service minimum à un prix abordable, accessible à tous les pays, à toute la population guinéenne sur tout le territoire national. Les 8 opérateurs postaux du pays sont aussi interpellés sur la nécessité de fournir désormais des données relatives à l'évolution de leurs activités. Des informations qui permettront à l'État de mieux garantir la concurrence loyale entre les services postaux. Le secteur postal, surtout dans les pays en développement comme le nôtre, se repositionne petit à petit pour offrir une gamme de nombreux produits à valeur ajoutée, de l'innovation, mais aussi et surtout de la collaboration avec le régulateur, afin que le marché puisse exprimer tout son potentiel et que l'économie tout entière en tire le profit maximum. Cette journée de travail entre experts internationaux et opérateurs de la poste guinéenne porte sur plusieurs thématiques. L'analyse du droit guinéen sur la régulation postale et la pratique de la régulation sous-régionale. La vulgarisation de la nouvelle législation postale devrait se poursuivre au niveau de tous les acteurs intervenant dans le secteur. Culture, c'est parti pour les festivités de la quinzaine artistique à Conakry et dans les régions administratives du pays. Durant 5 jours, les différentes troupes vont compétir pour figurer parmi les meilleures. Et celles qui seront retenues vont participer au Festival des Arts et de la Culture. La cérémonie de lancement a été présidée ce matin par le Premier ministre Mamadi Youla. Adi Kamara du bureau de presse de la primature. C'est une occasion d'exhumer les œuvres artistiques très riches et originales, tirées du folklore guinéen. C'est pourquoi ici, les artistes guinéens et autres acteurs du secteur de la culture sont mobilisés pour mettre un focus sur ce secteur d'intérêt vital pour notre pays. Je voudrais vous rassurer que la ville de Conakry, qui vous abrite ce matin, va faire de sorte à ce que la réussite de cet événement soit tout particulier. Nous allons tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement, car notre ambition est de remporter les trophées lors du festival national à venir. Le battement frénétique du tam-tam et les envolées étourdissantes des autres instruments de musique comme le balafon et la kora redonnent à la Guinée sa réputation et son rayonnement culturel et artistique d'antan. Ce n'est que par des occasions comme ça, parce que les 33 préfectures de notre pays et les 5 communes de la zone spéciale de Conakry sont en mouvement, sont en compétition. C'est les meilleurs qui vont être là. Et donc, pour être dans le casting des grandes nations de culture, je crois que c'est un passage obligatoire de faire des préliminaires que nous appelons la quinzaine et de faire la finale que nous appelons le Festival national des arts et de la culture. En se donnant corps et âme au développement de notre pays, le gouvernement et autres mécènes du secteur de la culture font de la lutte pour l'épanouissement spirituel, moral, culturel et social un sacerdoce. Aujourd'hui, avec la relance de la quinzaine culturelle et artistique nationale et du festival, un jalon important vient d'être posé sur le chemin vers le renouveau artistique et culturel de notre pays. Tribune de découverte, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel guinéen, cet événement s'impose comme un espace de dialogue qui donne l'occasion aux professionnels des arts et de la culture de se rencontrer et d'agir ensemble pour faire de notre pays, la Guinée, un espace de promotion et de développement des arts et de la culture
de paix et une nation culturellement épanouie. La quinzaine artistique et le Festival des arts et de la culture constituent un autre creuset où l'on découvre les pas de danse exécutés avec souplesse, aisance et élégance, le tout dans une dextérité irrésistible. Avant de refermer ce journal, ce message départ adressé à M. Fouad Massoud, président de la République d'Irak. Excellence, Monsieur le Président, le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même sommes profondément consternés par la triste nouvelle du tremblement de terre de grande magnitude survenu dans votre pays ce jour dimanche 12 novembre 2017, ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés graves et d'énormes dégâts matériels. En ces moments de dure épreuve, qu'il me soit permis d'adresser à vous personnellement, au peuple et au gouvernement irakien, les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée et de son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Par la même occasion, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président, de bien vouloir transmettre au peuple ami irakien et particulièrement aux familles durement éprouvées par cette catastrophe notre profonde compassion. Qu'Allah, le tout clément et miséricordieux, accueille l'âme des défunts dans son paradis. Amen. Tout en vous réitérant nos sincères condoléances, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Cet autre message départ adressé à M. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Excellence, Monsieur le Président, le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même sommes profondément consternés par la triste nouvelle du tremblement de terre de grande magnitude survenu dans votre pays ce jour dimanche 12 novembre 2017, ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés graves et d'énormes dégâts matériels. En ces moments de dure épreuve, qu'il me soit permis d'adresser à vous personnellement, au peuple et au gouvernement iranien, les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée, de son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Par la même occasion, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président, de bien vouloir transmettre au peuple ami iranien et particulièrement aux familles durement éprouvées par cette catastrophe notre profonde compassion. Qu'Allah, le tout clément et miséricordieux, accueille l'âme des défunts dans son paradis. Amen. Tout en vous réitérant nos sincères condoléances, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, signée professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.